Oui, bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour suivre ce deuxième webinaire donc du cycle Repères croisés de Sorbonne Université, qui va porter, donc, on l'a dit, sur la science au temps du coronavirus, une mobilisation inédite entre controverses et collaboration. Et puis, donc, c'est un webinaire au cours duquel on va parler de cette mobilisation en un temps record de la communauté scientifique depuis le début de l'année 2020. Et puis, on va essayer de comprendre les ressorts de cette mobilisation et puis les controverses et les coopérations surtout qu'on a vues à l'œuvre. On a donc avec nous Dominique Costagliola et Michel Dubois, des intervenants pour nous expliquer un petit peu, pour nous éclairer sur ces débats, qui vont prendre successivement la parole. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, ils vont échanger sur ces questions. Et puis dans un troisième temps, on va donner la parole au chat, donc à vous tous les participants à ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Posez-les bien, vous les adressez bien à Repères croisés Sorbonne Université. Ça nous permettra de récupérer ces questions et puis moi, je les relayerai auprès de nos intervenants. Je vous rappelle aussi que ce webinaire, il est enregistré et il va être diffusé en replay sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université. Donc, je vais donner la parole à Dominique Costagliola pour commencer. Vous êtes épidémiologiste et biostatisticienne. Vous êtes directrice de recherche INSERM et directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique et membre de l'Académie des sciences. Donc, je vous laisse donc la parole pour démarrer par un exposé sur cette mobilisation du monde de la recherche. Bonjour à tout le monde. Je voulais commencer par mon expérience un peu de l'année dernière, enfin il y a pratiquement un an, avec les projets soumis soit au programme hospitalier de recherche clinique normal, soit à l'appel d'offres Flash Covid qui a été ouvert quelques temps plus tard par la DGOS. Alors, dans le premier appel d'offres, qui est l'appel d'offres classique, on reçoit en général tous les ans 400 dossiers. Et ce qu'on a fait avec l'équipe de la DGOS, moi et d'autres personnes qui sont membres du jury du PHRC, c'est d'identifier les mots-clés qui nous permettraient de retrouver quels étaient les projets qui concernaient la Covid dans ce qui avait été déposé. Et il y en avait 25, et finalement, on a proposé le financement de 11 de ces 25 à la DGOS. Puis pour l'appel d'offres Flash Covid, il y a eu 143 dossiers déposés. Donc, vous voyez, sur une seule thématique, par rapport à l'effort habituel de 400 dossiers déposés, c'était énorme. Et là, on en a accepté 23. Ce qui était frappant, c'était la multiplicité des projets et surtout qu'il y avait de nombreux projets qui voulaient évaluer exactement le même médicament, à peu près dans la même population et pas forcément avec les mêmes critères de jugement. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas eu de réflexion, évidemment, sur quels étaient les critères de jugement les plus pertinents. Et je précise bien que, par exemple, il y avait au moins un médicament qui était dans 6 projets et ce n'était pas l'hydroxychloroquine. Vous voyez, c'était voilà. Et les gens ne s'étaient pas parlé, quoi. Et bien sûr, on voyait bien qu'il était peu plausible qu'on puisse faire en France 6 essais sur exactement la même question. Ce n'était pas du tout raisonnable à imaginer. Pour montrer que ce n'est pas juste le cas en France, j'ai aussi fait partie finalement du jury d'un appel d'offres qui était ouvert en Belgique et qui était destiné uniquement à la partie flamande de la Belgique. Donc en tout, il y avait 6 établissements de recherche ou universités qui pouvaient répondre. Et sur la trentaine de projets reçus, il y avait 6 projets d'immunologie qui voulaient regarder quelle était la réponse immune à la Covid, avec bien sûr peut-être des éclairages un peu différents, mais vous voyez, il aurait été certainement bien préférable qu'ils se mettent d'accord entre eux pour que chacun finalement explore la partie où il était le plus compétent plutôt que d'avoir 6 projets concurrents. D'un autre côté, si on regarde ce qui s'est passé au Royaume-Uni, toujours en matière d'essais cliniques, eh bien, les hôpitaux publics n'ont pu participer qu'à un nombre extrêmement limité d'essais. Ça leur était interdit de participer à d'autres essais que ceux qui avaient été définis nationalement. Et c'est notamment ce qui explique le succès de l'essai Recovery, dans lequel il y a plus de 180 hôpitaux anglais qui participent, mais beaucoup parce qu'au fond, les centres n'avaient pas le droit de participer à d'autres essais. Alors, je trouve entre ces deux alternatives qu'il est urgent
d'avoir un système qui permette quand même que les gens discutent les uns avec les autres, qu'ils soient un peu coordonnés, mais que bien sûr, il faut veiller à ne pas brimer la liberté des chercheurs. Mais comment est-ce qu'on peut optimiser finalement la recherche sans brimer la liberté des chercheurs, mais sans qu'il y ait 12 équipes qui fassent toutes la même chose? D'un autre côté, euh, j'ai eu une expérience vraiment incroyable. À l'occasion il y a eu plusieurs appels d'offres européens qui ont été lancés. Donc, ces appels d'offres européens, ils nécessitent la collaboration avec de nombreux partenaires, comme classiquement, et il n'y avait pas d'exception pour les appels d'offres lancés cette année. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet européen qu'on a écrit en environ un mois. Alors, les gens qui ont l'habitude des appels d'offres européens savent qu'en général, on y réfléchit plus d'un an avant parce qu'on connaît à l'avance finalement les programmes qui vont sortir. On commence à bâtir le consortium de tous les chercheurs et puis on disons 3 mois avant la date limite, on va vraiment travailler très sérieusement sur la rédaction du projet. Donc, vous voyez, en un mois, c'était une expérience incroyable de travailler avec des partenaires espagnols, italiens, norvégiens, dont certains que je n'avais jamais rencontrés, pour essayer donc pour écrire un projet coordonné de recherche clinique au niveau européen, visant à bâtir finalement un réseau qui permettrait très rapidement, bien sûr pour cette crise, mais aussi pour d'éventuelles futures crises sur les maladies émergentes, d'être très réactif pour lancer des essais internationaux. On voit bien à l'heure actuelle à quel point il ne faut pas que les essais soient de trop petite taille. On a eu une inflation d'études de très petite taille qui ne permettent pas vraiment de conclure, avec des questions qui sont toujours posées sur un certain nombre de médicaments qui ont été testés et dont on n'a toujours pas montré l'intérêt ou pas l'intérêt. Et vous voyez, c'était une expérience incroyable finalement de travailler d'arrache-pied, jour et nuit, avec des collègues avec qui on n'avait jamais travaillé et voilà, de travailler sans compter pour réussir à avoir un projet. Donc, on a déposé notre projet, il a été financé. On est sur le point de lancer les essais cliniques correspondants. Donc, on a réussi à écrire le protocole, à le faire valider par les autorités compétentes et à pouvoir espérer le lancer d'ici 1 ou 2 semaines. Donc, un effort extraordinaire. Donc, vous voyez, c'est un peu, pour moi, les deux expériences opposées. Et je voudrais aussi illustrer avec une autre expérience. Dans les projets qui avaient été déposés au PHRC l'année dernière, il y avait au moins 6 projets qui étaient des projets voulant faire des essais en ville, des essais chez les patients ambulatoires. Et évidemment, à nouveau, c'est peut-être pas raisonnable qu'il y ait 6 efforts différents, 6 équipes différentes. Et une des choses qui a été réussie au début, donc par Reacting depuis janvier, vous savez que ça a été transformé. On a joint ce qui était Reacting, donc un consortium de tous les organismes de recherche pour être prêt en cas d'émergence de maladies infectieuses. Et puis l'ANRS, qui était l'agence qui finançait les recherches sur les hépatites et le sida. Et finalement, à partir de septembre, on a mis tous les partenaires de ces 6 projets autour de la table et ils ont réussi à se mettre d'accord. Maintenant, ils ne forment plus qu'un seul gros consortium. Il y a quelques essais plus limités qui sont en cours en ville, en France, mais pour l'essentiel des forces, elles sont réunies autour de ce projet qui s'appelle Coverage et qui est en train d'évaluer en ce moment 2 stratégies qui pourraient être utiles pour éviter que les gens qui sont à risque de formes graves aillent à l'hôpital après avoir été infectés par le Covid. Donc, vous voyez, il y a des choses un peu contrastées, un démarrage un peu dans toutes les directions. Finalement, des collègues qui acceptent de travailler les uns avec les autres pour se coordonner, rassembler les forces et essayer d'être plus efficaces. Bien sûr, pour cette crise actuelle, mais on n'espère pas qu'il y aura des crises futures, mais on peut quand même penser qu'il y en aura. Être prêt pour de futures crises, à remettre en action, vous voyez, les réseaux qui ont été bâtis à l'occasion de cette expérience et pouvoir permettre de mieux répondre finalement aux problématiques posées. Donc, vous voyez, une image un peu contrastée entre de la coopération, beaucoup de travail collectif, et puis au départ, peut-être un départ en rang dispersé. Et malgré tout, l'idée que
la solution britannique avec je ne veux voir qu'une seule tête, c'est peut-être pas non plus la solution optimale si on veut quand même garder un peu de diversité dans la recherche et de garder les principes qu'on a de la recherche et de la liberté de la recherche pour les chercheurs. Voilà, je dirais au total un peu les deux aspects en même temps au cours de cette année vraiment qui sort du commun. Merci beaucoup, Dominique Costagliola. Michel Dubois, donc, c'est à vous de prendre la parole. Vous êtes sociologue des sciences, directeur du groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne, le GEMAS, donc, à Sorbonne Université, et puis directeur de recherche au CNRS. On vous écoute. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Et merci Dominique pour cette discussion qui effectivement est très intéressante. J'en profite pour remercier Pierre-Marie Chauvin et Yannick Clément pour cette invitation. Alors, effectivement, le point de vue du sociologue des sciences et des techniques sur cette période, c'est pour nous qui sommes habitués effectivement à travailler sur les sciences et techniques, la pandémie, c'est un peu une opportunité, c'est un peu une occasion tout à fait exceptionnelle pour réfléchir à la nature de l'activité scientifique et également aux transformations de l'image publique des sciences. Mais pour discuter un petit peu ces thématiques générales, il me semble qu'il faut commencer par écarter deux clichés, deux lieux communs, et ça va rejoindre certains des points que vient d'évoquer Dominique. Le premier point qu'il faut, à mon sens, écarter immédiatement, c'est cette formule que l'on retrouve de façon très récurrente chez les journalistes, mais également chez les chercheurs lorsqu'ils publient des ouvrages, l'idée selon laquelle la science serait un sport de combat. Et il me semble qu'il y a un ouvrage récent d'un professeur marseillais qui a repris ce titre, mais c'est une formule qui existe depuis très longtemps, qui a eu un certain succès en sociologie suite à un documentaire consacré à Pierre Bourdieu, et ça a été décliné par la suite à toutes les sauces. Donc l'architecture est un sport de combat, la politique, le management, même la salsa est un sport de combat. Donc on peut le faire un petit peu effectivement à toutes les activités, l'associer à toutes les activités. Donc le point de vue que je souhaite défendre ici, c'est non, la science n'est pas un sport de combat. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que l'activité scientifique n'est pas réductible uniquement à des luttes, des conflits, des controverses, des querelles de personnes. Donc on a bien vu depuis maintenant un an que ces luttes, ces controverses, ces conflits existent. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si on essaie de voir un petit peu comment les choses fonctionnent, il faut aussi être capable de montrer que l'activité repose sur des mécanismes de collaboration, de coopération, de partage, de contrôle collectif, organisé. Et c'est un petit peu ce que vient de faire un petit peu Dominique lorsqu'elle parle de ces appels à projets. On voit bien qu'il y a une volonté un petit peu de coordination et de coopération qui se met en place pendant cette période. Et bien sûr, à l'échelle internationale, le meilleur exemple est sans doute la plateforme de partage des données qui réunit près de 450 000 génomes viraux, et notamment les données relatives aux séquences du SARS-CoV-2. Et on a vu récemment, en février, un appel encore dans Nature pour une généralisation croissante du partage et la redistribution des données. Donc ça, c'est le premier lieu commun qui me semble qu'il faut absolument écarter. Un deuxième lieu commun qui me semble également assez présent et qu'il faut évacuer, c'est l'idée selon laquelle le public, le grand public, aurait enfin, avec la crise, la pandémie, la possibilité de voir, de comprendre ce qui constitue la vie ordinaire de la recherche, la fameuse recherche en train de se faire, ou encore la fameuse science normale, qui serait, elle, opposée à une science qui serait faite. Non seulement, il me semble totalement absurde d'essayer d'opposer ce qui serait une science faite à une recherche qui serait en train de se faire. Bon, ça peut avoir des qualités pédagogiques, mais ça ne renvoie à rien de particulier. Mais il me paraît encore plus absurde de ne pas souligner que le régime auquel est associée la recherche depuis maintenant plus d'un an est un régime tout à fait exceptionnel, tout à fait dérogatoire sur un certain nombre de plans. Donc on a évoqué effectivement les appels spéciaux qui ont été faits au niveau national ou international. On sait que les taux de soumission des publications dans les grandes revues biomédicales ont considérablement augmenté. On sait également que les taux, plus exactement les délais moyens entre la soumission et les publications ont été extrêmement raccourcis. C'est-à-dire que dans la période pré-pandémique, il fallait grosso modo 3 mois pour obtenir un retour d'évaluation sur une publication. On sait maintenant que le niveau moyen pendant la période de Covid, c'est 6 jours. Donc là, on voit une accélération qui est assez spectaculaire, et on sait même que pour certains papiers qui sont restés célèbres, parfois il ne fallait qu'une seule journée, ce qui permettait d'être très efficace en termes de publication. Voilà, donc ça c'est un point qui me paraît important.
La période Covid, à mon sens, correspond plus à un petit peu une période de crash test. Et donc, il y a tout un travail pédagogique à conduire sur justement les enseignements généraux qu'on peut retirer de cette période. Alors, pour discuter ça, il me semble que je peux m'appuyer sur, on a 3 opérations de recherche que je vais évoquer très rapidement au GEMAS, le laboratoire de sociologie que je dirige donc à Sorbonne Université. On a une grande enquête nationale sur l'image publique des sciences, à laquelle le GEMAS est associé et dont les résultats seront présentés à la fin de l'année dans le cadre d'une conférence de Science and You avec l'Université de Lorraine. On a également un grand projet sur les nouvelles formes d'évaluation des publications scientifiques avec un focus particulier sur l'open peer review et le post-publication peer review. Et enfin, j'ai eu également le plaisir d'être financé par les appels spéciaux, non pas Flash Covid, mais ERA Covid-19. Et on a un projet multidisciplinaire sur l'impact de la crise Covid sur l'intégrité scientifique. Donc, sur le premier point, je vais être très rapide, hein, bien entendu, mais je vais évoquer ces différents points. Pour ce qui concerne le premier point sur l'image publique de la science, il est évident que la crise Covid a eu pour effet d'augmenter de façon tout à fait spectaculaire la visibilité de la recherche pour le grand public, mais le corollaire, évidemment, c'est que cette visibilité a contribué à surexposer des formes d'incertitude, des discussions, des querelles, des controverses qui existent traditionnellement en science, mais qui généralement restent confinées dans des espaces un petit peu à l'abri du grand public. Et donc, on ne va pas se lancer dans un inventaire de ces controverses, mais on sait qu'il y a eu des débats sur l'origine du virus, sur les modes de transmission, sur l'efficacité de tel ou tel traitement, sur les manières de définir l'efficacité de ces traitements, sur la méthodologie des essais cliniques, sur l'équilibre à accorder entre éthique de la recherche et éthique du soin, sur le rôle des experts, sur l'usage des avis d'experts par les autorités publiques, sur l'influence des industries pharmaceutiques, etc. etc. Et ce que l'on sait, ce que tous les sociologues des sciences ont déjà bien étudié, c'est que ces controverses sont généralement emboîtées les unes dans les autres et très souvent, donc on ouvre la boîte et on s'aperçoit que dans cette boîte se trouve en fait une multitude de controverses qui sont associées selon très souvent une logique de régression assez classique. Alors la question qui est revenue tout au long de l'année qui s'est écoulée, c'est précisément quel sera l'impact de cette démultiplication des controverses sur l'image publique des sciences, qu'on appelle parfois la confiance exprimée par le grand public à l'égard du milieu scientifique. Et ce qui est évident pour la situation française, c'est que le débat public s'est structuré autour de l'idée de défiance. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on a alimenté de différentes manières l'idée selon laquelle se creuserait progressivement un gap, un fossé entre la communauté scientifique et l'opinion publique en général. Et donc, on parle tour à tour du virus de la défiance, de l'escalade de la défiance, de l'épidémie de défiance. Donc, on peut faire plein de jeux de mots là-dessus. Et c'est une lecture de l'opinion publique qui me semble à la fois complètement trompeuse et complètement contre-productive. Et donc, le travail qui a été conduit tout au long de l'année 2020 et qu'on va exploiter cette année, ça a été précisément de reprendre un petit peu la tradition des grandes enquêtes nationales sur l'image publique des sciences. Et ce que l'on montre et ce qu'on perçoit très très bien, c'est que l'impact de la pandémie reste relativement circonscrit, c'est-à-dire qu'on a sur une population de 3500 personnes enquêtées, on a grosso modo entre 75 et 80% de la population qui continue à faire un peu ou beaucoup confiance aux scientifiques, aux universitaires. Et cette adhésion de principe paraît peu sensible aux variations du niveau d'éducation. Elle est peu sensible également à une grille d'interprétation politique. Et, au final, seuls les électeurs du Rassemblement national et un petit peu de France Insoumise expriment une perte de confiance un petit peu plus forte que l'échantillon global, mais ça reste finalement assez marginal. Et l'enquête, par ailleurs, est l'occasion d'apporter des précisions sur la manière dont cette confiance se distribue entre les disciplines. Et sans surprise, bien sûr, la confiance va s'orienter d'abord vers les chercheurs qui sont associés aux enjeux de santé, les virologues, les épidémiologistes, donc Dominique, mais aussi les généticiens. Et de façon plus inattendue, alors qu'on a pu parfois les entendre se plaindre d'être peu sollicités par les autorités publiques, les chercheurs en SHS, en sciences sociales, obtiennent un score relativement bon, avec 70% de confiance. Et au final, ceux qui sont un petit peu à la traîne, ce sont les économistes, qui échouent à rallier une majorité de personnes interrogées. Donc on peut faire tout un travail comme ça, un petit peu de discriminer, pour essayer de différencier les disciplines et leur image publique. L'autre point, le second point sur lequel je voudrais insister, c'est l'ampleur de ces controverses, mais aussi le rôle joué par les nouvelles technologies de communication sur la visibilité de ces controverses. La raison pour laquelle
les controverses scientifiques ont bénéficié d'une très forte exposition publique et médiatique tient à ce que les chercheurs ont investi un certain nombre d'espaces de discussion en ligne qui sont ouverts, qui sont accessibles au grand public en général et bien sûr à toute personne curieuse. Et les acteurs de la controverse autour de l'hydroxychloroquine ont bien compris l'importance de cette présence en ligne. La communication publique de Raoul, par exemple, s'appuie sur les réseaux sociaux. Son profil Twitter compte un nombre considérable de followers, donc environ 600 000, et chacun de ces tweets obtient un écho tout à fait considérable. Et on se souvient de ces fameux hashtags LancetGate, pieds nickelés. Et donc on peut parler d'une forme de hashtagisation du débat scientifique qui révèle, à mon sens, une forme de politisation du débat public autour des traitements Covid. Alors, il existe bien entendu une grande variété d'espaces en ligne et une partie des controverses autour de la Covid-19 sont directement issues d'espaces numériques ouverts, mais moins exposés que des réseaux sociaux comme Twitter. Et on s'intéresse tout particulièrement aux espaces de post-publication peer review, donc de contrôle par les pairs post-publication. Et ce sont dans ces espaces, en réalité, que se joue aujourd'hui sans doute une nouvelle façon de générer des démarcations entre science et non-science. Voilà, donc ça c'est un pan de recherche qui est ouvert. Et enfin, donc pour conclure, puisqu'il me reste 2 minutes, je voudrais juste rapidement évoquer un dernier point qui me paraît aussi important. Il est évident que la crise actuelle s'accompagne d'un débat tout à fait nourri sur la faillibilité de la science, son incapacité à différencier le bon grain de l'ivraie et plus généralement d'une réflexion sur l'impact de la crise, sur l'intégrité scientifique, l'éthique de la recherche et du soin. Et c'est une question qui est aujourd'hui très régulièrement débattue dans l'espace public et c'est une question sur laquelle nous manquons cruellement de données d'enquête. Et donc, c'est précisément le but de l'enquête Covetos que l'ANR a financée dans le cadre de l'appel ERA Covid, donc, que de faire de cette question de l'impact de la crise sur l'intégrité scientifique une question de recherche à part entière, précisément en faisant collaborer des sociologues, des médecins, des membres du réseau national des référents intégrité scientifique et des membres du Conseil français de l'intégrité scientifique. Donc, on a un dispositif de recherche tout à fait original et donc c'est une recherche qui a été précisément financée dans le cadre des appels spéciaux Covid. Voilà, je vous remercie, je termine ici et voilà, je serai tout à fait heureux de répondre à toutes les questions qui viendront. Merci beaucoup, Michel Dubois. Je vous rappelle à tous les participants que vous pouvez poser des questions via le chat et je vous encourage à le faire. Vous les envoyez bien à repères croisés pour qu'on puisse les rassembler. Dominique Costagliola, est-ce qu'il y avait un aspect parmi tous ceux qui ont été abordés par Michel Dubois sur lequel vous souhaitiez rebondir? Oui, moi j'ai l'impression que pour répondre à la question au fond de l'impact de cette crise sur l'attitude du public et sur ce qui... voilà, c'est difficile, je trouve, de répondre dès maintenant parce que j'ai l'impression qu'il va falloir un peu laisser retomber les cendres de cette crise pour pouvoir évaluer réellement quel a été l'impact sur la perception par le public finalement de la science ou de disons, ou de sa crédibilité, de la crédibilité de la science. Et après, effectivement, on a vu beaucoup pendant cette crise augmenter finalement les commentaires sur un site qui s'appelle PubPeer, qui correspond à ce qui a été décrit, c'est-à-dire une fois qu'un article est publié ou même quand il est mis en ligne et que c'est un préprint, au fond, les autres chercheurs peuvent aller faire des commentaires ou poser des questions sur des choses qu'ils ne comprennent pas ou dont ils ne voient pas la logique dans les papiers qui sont mis en ligne ou qui sont publiés. Et ça, c'est sûr que le nombre de commentaires a beaucoup augmenté. Le nombre de commentaires sur les articles liés à la Covid est bien supérieur à ce que l'on voyait d'habitude. Et peut-être dernier point, une chose vraiment quand même à nouveau qui est devenue bien plus fréquente pendant cette crise, alors même que les revues ont reçu beaucoup de soumissions et ont eu des délais de réponse, disons, plus rapides que ça n'est le cas à l'ordinaire quand c'était sur des papiers Covid. Ce qu'on a vu aussi, c'est au fond l'explosion d'articles sur des sites de prépublication et une communication assez importante autour de ces articles
dont beaucoup, finalement, ne sont pas nécessairement arrivés entre-temps au stade de la publication. Et ça, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une réflexion sur, au fond, quel est le bon usage d'une prépublication et qu'est-ce qu'on peut en penser en termes de message pour le grand public. Alors vous, Michel Dubois, par exemple, excusez-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ces Oui. prépublications peut-être un peu hâtives? Quel regard vous portez là-dessus, par exemple? Oui, oui, je pense que je peux revenir sur les différents points qui sont évoqués par Dominique. Sur la question de la prépublication, effectivement, la crise a permis de mettre en avant ces prépublications, puisque effectivement, on a vu s'accumuler ces prépublications et on a vu également circuler, c'est-à-dire pas simplement s'accumuler, mais également circuler dans la communauté scientifique, mais plus largement dans toutes les dimensions de communication scientifique, en fait, des résultats qui étaient produits et présentés dans le cadre de ces prépublications. Effectivement, ces prépublications, par principe, sont en situation de pré-évaluation. Donc on voit bien que ça pose un petit problème à ce stade d'identification, en gros, de la qualité des résultats en tant que tels. Et il y a eu un vrai travail, me semble-t-il, sur cette année, tout au long de l'année, y compris par les journalistes scientifiques, pour faire présenter précisément le statut de ces résultats en fonction du statut de prépublication ou de publication. Après, il me semble que ça, c'est un autre point qui est intéressant par rapport à ça, c'est que on est dans une logique, on a été en tout cas dans une logique d'accumulation des préprints sans vocation d'évaluation de ces préprints, comme s'ils allaient être évalués uniquement lorsqu'ils seraient transformés par la suite en publication. Mais ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que de plus en plus de sites, de plus en plus de répertoires, en fait, intègrent également des logiques d'évaluation sur les préprints. Donc on voit apparaître des formes d'évaluation sur les préprints de façon à consolider les articles, et les articles ne seront acceptés par la suite comme publication que s'il y a eu un travail, un process, en gros, de consolidation du document en amont de la publication. Donc, on voit qu'on est en réalité sur un terrain qui est complètement mouvant, qui se reconfigure de façon très, très rapide et qui s'inscrit également, il faut le rappeler, hein, dans une transformation assez structurelle de l'édition scientifique qui est confrontée à des impératifs politiques, mais également économiques très, très forts, que ce soit en France comme c'est à l'étranger. Donc, il y a aussi tout l'arrière-plan de la culture de l'open access là, sur lequel on est en train de jouer par rapport à cela. Juste pour revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que Dominique évoquait, effectivement, je partage tout à fait son point de vue selon lequel on a besoin d'avoir du recul pour pouvoir absolument voir quel sera l'impact durable de ces crises sur l'image publique, sur la confiance exprimée. Et c'est vrai qu'on est dans une situation où les instituts sortent des enquêtes quasiment tous les mois. Et ça n'a aucun intérêt, en gros, de regarder la façon dont le curseur se déplace d'un mois à un autre. En réalité, ce qu'on sait, c'est que l'évolution des attitudes sont des évolutions qui sont lentes. Il y a une forme d'inertie très, très forte sur les attitudes à l'égard des sciences. Et ça a été bien démontré dans le cadre de toutes les crises précédentes, hein, parce qu'ici, on n'est pas non plus sur un cas, bien sûr, c'est une ampleur, une échelle tout à fait hors norme, mais pour autant, des crises sanitaires, on en a déjà vécu à des échelles qui sont différentes. Et donc, on a déjà le recul par rapport à ça. Pour autant, et ça, je pense que c'est un point qui me paraît important et qui pointe quelque chose qu'il faudra sans doute creuser, la question notamment des liens d'intérêt de la communauté scientifique avec l'industrie pharmaceutique est un point sur lequel il y a une attention très critique du grand public. Et ça, on le retrouve maintenant de façon récurrente dans les grandes enquêtes nationales. Et il est évident que la confiance qui est exprimée à l'égard de la communauté scientifique au milieu académique est complètement différente de celle qui est exprimée pour la recherche industrielle. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur le fond, sur la façon de rendre un petit peu plus clair ces jeux d'influence supposés qui peuvent exister entre notamment les industries pharmaceutiques, puisque là, on est dans un débat récurrent sur le poids des industries pharmaceutiques, et la recherche dite académique qui a vocation à rester indépendante par rapport à ses intérêts privés. Donc ça, c'est un point qui me paraît qui ressort bien en tout cas des grandes enquêtes, ce soupçon autour de la recherche industrielle. Et enfin, le dernier point, c'est effectivement ces plateformes. Donc, Dominique, effectivement, mentionne PubPeer, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y a un vrai, en tout cas pour nous, du point de vue de l'étude des sciences, il y a un vrai enjeu à cartographier ce nouvel espace
de discussion en ligne des publications et notamment de comprendre comment les évaluations qui sont faites en ligne vont complètement rebattre les cartes de la valeur des publications et bien sûr des chercheurs qui sont derrière ces publications. Donc il y a tout un travail en gros de reconstruction de la valeur scientifique et des réputations qui se jouent sur ces sites. On sait que notamment PubPeer a eu une influence tout à fait déterminante dans le cadre d'un scandale il y a quelques années, l'affaire dite Voynet, et qui a eu des retentissements à la fois au niveau du CNRS, mais plus généralement de façon plus globale sur le paysage de l'intégrité scientifique en France, quand même maintenant depuis 2015-2016. Dominique, peut-être, est-ce qu'il y a eu un aspect sur lequel vous vouliez réagir, peut-être sur ce soupçon qui pèse sur la recherche industrielle que Michel Dubois vient d'évoquer, ou sur d'autres aspects de son intervention? Ça, c'est un débat complexe, hein, la relation avec l'industrie, puisque on a en même temps des injonctions, notamment via des appels d'offres, et notamment les appels d'offres du programme Investissement d'avenir, à bâtir des projets avec des compagnies privées, que ce soit des compagnies qui travaillent dans le diagnostic, dans l'imagerie, dans le médicament, enfin dans tout ce qui concerne le médical, hein. Mais c'est vrai aussi pour d'autres industries, bien entendu, dans d'autres domaines de la science. Là, bien sûr, on parle de biologie et de médecine, mais on pourrait parler tout autant dans d'autres disciplines de physique, de chimie, etc. Et donc, on a à la fois cette injonction-là et effectivement le côté que si on a ce type de relation, alors on est étiqueté de façon péjorative. Je crois que ce qui est important vraiment, c'est que les choses soient transparentes, c'est que les choses soient explicites, et puis c'est que comment dire, on comprenne aussi finalement l'enchaînement finalement de ces liens éventuels, hein. Et par exemple, des choses qui ne sont pas forcément claires pour le grand public, par exemple dans les publications, quand on déclare ces liens, on doit les déclarer avec une profondeur de 3 ans. Quand on est dans une instance publique qui va prendre éventuellement des décisions relatives à la santé publique en France, on doit remplir des déclarations d'intérêt, et là, on doit les faire avec une profondeur de 5 ans. Et voilà, c'est des choses qui ne sont pas forcément bien connues, par exemple que ce n'est pas la même chose, voilà, qu'il y a des différences dans ces règles, et aussi qui relèvent finalement de quelle réglementation et de quelle législation. Mais il faut bien admettre que pour certains projets, qui sont des projets de grande ampleur, sur certains aspects, ce n'est pas possible de conduire ces projets de recherche si on n'a pas la collaboration avec les compagnies privées qui sont les plus performantes dans le domaine sur lequel on travaille. Donc voilà, ça reste quelque chose de complexe, et je pense que la seule façon, c'est l'explicitation, la transparence, et après, il faut vraiment voir que comment, au fond, cette relation, est-ce qu'elle influence ou pas finalement les résultats de la recherche, ou est-ce qu'on peut quand même croire les résultats de la recherche? À nouveau, je pense que c'est vraiment dans le recul que les choses peuvent s'évaluer. Et alors peut-être une mention quand même pour l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, de toute façon, à la fin, c'est elle qui va commercialiser les médicaments. Alors, ce n'est pas toujours elle qui a fait les premiers développements, ça vient très souvent du monde académique, mais à la fin, voilà. Et c'est à elle qu'on demande des comptes, et c'est à elle qu'on demande de faire des études. Donc, vous voyez, voilà, c'est normal qu'elle fasse des études, et c'est elle qui amène des médicaments. Si on dit qu'on veut plus du tout d'industrie pharmaceutique, il va falloir faire des investissements considérables pour continuer à avoir des nouveaux médicaments. Donc voilà, je pense qu'à la fin, tout est une question d'équilibre et de transparence. Michel Dubois. Oui, non, je rejoins Dominique. C'est vrai qu'on ne va pas avoir un débat très controversé, mais je pense qu'effectivement, le point fort, effectivement, c'est à la fois la question de la transparence. Et je rappelle que sur ces questions-là, on utilise, nous, en tant que chercheurs, la base transparence santé comme une base précisément pour faire l'étude de ces liens d'intérêt.
Et donc, il y a un vrai enjeu à cartographier l'ensemble de ces liens et essayer de comprendre ce qui a été commencé à être fait quand même, c'est les conséquences, l'impact de ces liens sur notamment les pratiques de prescription, mais ça peut être plein d'autres choses que les pratiques de prescription. Et puis, par ailleurs, effectivement, comme le dit Dominique, pour ce financement privé, il est indispensable dans un grand nombre de cas, notamment pour réaliser des essais cliniques. Et aussi parfois, et c'est ce que disent les médecins, notamment il y avait cette belle enquête Data Local qui avait été produite au début de l'année 2020 sur un ensemble de CHU, et dans lequel il y avait beaucoup d'entretiens avec les responsables de services. Et effectivement, il y avait un discours sur le désinvestissement du financement public sur les dimensions de formation. Et donc, il y avait un retrait de l'État qui était quelque part évident. Et voilà, du coup, le lien était d'autant plus nécessaire et considéré comme indispensable que ce retrait financier de l'État était d'autant plus patent. Donc, ça doit nous inciter aussi à réfléchir sur une question qui est aujourd'hui au centre un petit peu de l'actualité, qui est effectivement la question de l'acceptabilité sociale et politique du financement public de la recherche. Jusqu'où faut-il aller et quels sont les points qui doivent être développés à l'avenir? Peut-être juste une remarque, parce qu'on a évoqué la basse transparence santé. Par exemple, moi, je suis directrice de recherche à l'INSERM, avec des compétences dans le domaine du médicament et des produits de santé d'une façon générale. Mais en fait, je ne relève pas de cette base transparence santé parce qu'elle ne concerne que les professionnels de santé et je ne suis pas considérée comme professionnelle de santé au sens de la loi. C'est pour ça que je mentionnais aussi un autre site, qui est le site DPI, Déclaration publique d'intérêt, où là, les gens qui peuvent avoir à donner un avis sur tel ou tel aspect de santé ou telle décision sont tenus de faire des déclarations qui sont mises en ligne, qui sont publiques. Et donc, voilà, à nouveau, il ne faut pas regarder qu'une seule base, il faut regarder l'ensemble des bases disponibles qui permettent un peu de circonscrire quels sont les liens que peuvent avoir les personnes. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. On va peut-être commencer à prendre les questions qu'on a dans le chat. Alors, j'en ai une par exemple sur les relations entre la recherche et le grand public. Avez-vous des éléments de comparaison avec les pays étrangers? Oui, je peux évoquer effectivement ce point. C'est un point effectivement qui est assez intéressant et qui pose un certain nombre de problèmes de méthode parce qu'effectivement, on n'est pas les seuls à étudier l'impact de la crise Covid sur l'image publique des sciences. Donc, on a les études équivalentes, enfin à peu près équivalentes pour la Grande-Bretagne, pour l'Allemagne, pour le Canada, pour les États-Unis, pour le Japon. Alors, il y a des choses à la fois qui sont partagées et des choses qui sont assez, qui nous différencient en France, en tout cas, ce qui était assez évident. Ce qui nous différencie, c'est que là où je parlais d'une relative, en gros, stabilité de la confiance à l'égard des sciences pendant la période Covid en France, on a observé, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, ça a été une augmentation. On a une élévation du niveau de confiance exprimé qu'on n'a pas retrouvé en France. Et donc, on a une forme de stabilité ici qui s'explique de différentes manières. Ensuite, il y a une autre spécificité française, sans doute, effectivement, c'est que, c'est un point que je discute souvent avec mon collègue Daniel Bois, qui est autant ici le soupçon, comme je le disais tout à l'heure, porté dans l'esprit un petit peu de l'opinion publique telle qu'elle est construite à travers ces enquêtes. Donc le soupçon porte sur les liens avec l'industrie privée, autant dans d'autres pays, par exemple, le soupçon est construit avant tout sur les liens avec l'État. C'est le cas aux États-Unis, où là, on s'interroge beaucoup sur l'indépendance des chercheurs par rapport à l'État, plus que par rapport à l'industrie. Donc, on voit aussi là ce qu'il y a un petit peu de culturel et ce qu'il y a un petit peu de contextuel dans cette fabrication de l'image publique des sciences. Voilà, donc on pourrait décliner ça pays par pays. Et après, voilà, c'est pour ça que je disais que d'un point de vue méthodologique, il y a un enjeu, il faut qu'on arrive effectivement à une échelle internationale. Il y a des grands projets, notamment projets européens, qui essayent de coordonner, pour revenir à cette logique de coopération et de coordination, donc des équipes de recherche européennes pour pouvoir produire un petit peu une grande enquête à l'échelle européenne pour étudier un petit peu ces variations. Dominique, peut-être vous avez évoqué au début de votre intervention des coopérations auxquelles vous avez pu prendre part. Vous avez constaté, vous aussi, de votre côté, des différences comme ça culturelles entre différents pays sur la réception de la recherche par le grand public? Disons, moi, j'ai pas tellement discuté avec mes collègues un peu de qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans la presse ou de la façon dont les choses étaient racontées dans les différents pays. Voilà. Après, on sait bien que
d'une façon habituelle, hein, il y a quand même des différences culturelles entre les différents pays sur la relation, par exemple, au monde académique et la façon dont il est organisé. La façon dont il est organisé n'est déjà pas forcément la même d'un pays à l'autre, notamment un peu en, en pendant de ce qui vient d'être dit. Aux États-Unis, les universités, elles ne sont pas dépendantes du gouvernement. En France, les universités sont des universités publiques qui ont un financement qui vient du gouvernement. Donc voilà, on voit bien que les relations sont forcément un peu différentes. Mais non, je n'ai pas d'expérience personnelle pour répondre à la question. Merci. Merci Dominique. On a d'autres questions dans le chat, notamment sur le lien, quid du pouvoir politique et de son interférence. Alors j'ai ici, dans le cas de la crise du Covid, on a vu les proches du chef de l'État proclamés épidémiologistes par ceux-ci remettre en cause la compétence des épidémiologistes qui demandaient, pour beaucoup d'entre eux, un reconfinement début février. Le fait de voir apparaître des alternatives fax au sommet de l'État vous semble-t-il de nature à remettre en cause la confiance dans les scientifiques et ici dans les épidémiologistes? C'est une question pour Dominique. Oui, alors en fait, disons d'une façon générale, hein, prétendre qu'on devient compétent au bout de quelques mois en ayant 312 000 choses à faire, voilà, je ne crois pas que j'ai beaucoup besoin d'insister pour expliquer que c'est ridicule. De même que prétendre qu'on peut lire toute la littérature sur la Covid, il y a tellement d'articles publiés tous les jours, comme on l'a dit précédemment, c'est absolument impossible de lire tous les articles. Et puis, lire les articles, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on en pense? Comment on les évalue? Est-ce qu'on juge que c'est pertinent ou pas? Est-ce que les choix qui sont faits font sens? Eh bien, vous voyez, voilà, c'est quelque chose qui demande de la réflexion et du travail de fond qu'on ne peut certainement pas faire en ayant 312 000 autres choses à faire en parallèle. Donc ça, quelque part, cette espèce de présentation hagiographique, elle était vraiment, absolument étonnante. Et après, il y a eu beaucoup de débats au fond sur à quoi servent les modèles. Alors les modèles peuvent servir à différentes choses. On peut reconstituer le passé, on peut essayer de tirer des modèles, par exemple, des estimations sur combien de gens ont été infectés dans la population, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut mesurer, c'est un espèce de paramètre caché de l'épidémie. Mais on peut aussi faire des prédictions à très court terme. On peut voir par exemple sur Twitter l'équipe d'Antoine Flahault qui est à Genève, qui fait des prédictions à 7 jours. Et puis, on peut se servir des modèles en disant, ben voilà, si telle et telle hypothèse se produisent, alors voilà ce qui peut arriver. Mais ça, c'est jamais des prévisions qui vont dire voyez, à la virgule près qu'est-ce qui va survenir. Ça donne simplement des idées de la dynamique et ça doit guider finalement quelle est la réflexion. Or, ce que l'on constate à partir de ces données qui étaient effectivement transmises au pouvoir public, c'est qu'il y a des gens qui ont retravaillé ça, ont rebidouillé entre guillemets les modèles, ont sorti des graphiques dont personne ne sait d'où ils sortent. Et c'est cela en fait qu'on met en cause et pas vraiment le travail des scientifiques. Donc ça, c'est plus quelque chose sur quelle construction on a bâti autour d'éléments qui étaient des éléments factuels fournis par les scientifiques, au fond pour se servir de justification a posteriori. Alors c'est un débat, de mon point de vue, qui sort complètement du champ de la science, qui est plutôt du champ de la politique et de comment elle se construit une communication pour ne jamais dire qu'elle est en tort. Merci. Alors, j'ai une question sur Didier Raoult. Comment la controverse sur Didier Raoult a-t-elle dégradé la confiance dans le corps médical et la science biomédicale dans la population? Alors, je veux bien commencer à répondre, même si je n'ai pas de réponse définitive sur le sujet. Effectivement, il y a eu un effet d'hyper-personnalisation d'un certain nombre de débats pendant un certain nombre de temps. Donc, beaucoup de débats se sont focalisés sur le poids de Didier Raoult. Mais comment dire, pour mesurer dans les grandes enquêtes d'opinion ce type d'influence, en fait, on voit bien que c'est très difficile de dissocier une variable. Il y a beaucoup de variables qui sont un petit peu mêlées. Et donc, on est obligé de faire en tout cas un certain nombre d'hypothèses autour du poids relatif. Donc, nous, on avait
on avait, avec l'enquête qu'on avait conduite au printemps 2020, on avait essayé un petit peu de mesurer le poids relatif des partisans de l'éthique du soin par rapport à l'éthique de la recherche, puisque effectivement derrière la figure de Didier Raoult se profilait une critique de ces approches par modélisation, par big data, et un retour à la liberté du médecin. Et il y avait une structuration du débat qui était également assez structurée d'un point de vue géographique. Et c'est vrai que ce qu'on avait obtenu comme terme de résultat, c'était que ce discours-là, en tout cas sur la liberté accordée aux médecins, tel que le portait à l'époque Didier Raoult, mais entre-temps, il a dérivé sur d'autres sujets, ce discours-là était quand même assez bien entendu, assez bien avait été bien reçu par une partie de la population, et une partie de la population sans doute associée aux classes d'âge les plus élevées, puisque effectivement à ce moment-là, avant que la vaccination soit avancée sur les populations les plus âgées, c'était les populations qui étaient aussi les plus exposées. Et donc on considérait que la liberté accordée aux médecins devait être absolue, même si les traitements, eux, n'avaient pas passé le cap, en gros, des approches traditionnelles d'un point de vue méthodologique. Donc après, la question de savoir dans quelle mesure Didier Raoult a contribué à dégrader à lui seul l'image de la communauté scientifique. Voilà, ça c'est un petit peu difficile je peux difficilement répondre par rapport à ça. Il y a plein de variables, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est un élément parmi d'autres, mais je pense qu'il faut, en tout cas moi c'est mon sentiment, c'est qu'il faut sortir un petit peu de ces tunnels hyper personnalisés, puisque les enjeux sont beaucoup plus larges. Et voilà, donc c'est plutôt cette orientation-là. Moi, je dirais d'abord que, comme on l'a discuté précédemment, au fond, on ne peut pas dire quelles vont être les conséquences. Donc, c'est difficile de… Donc, vous voyez, disons, la seconde partie de la proposition, on ne sait déjà même pas si c'est vrai. Alors après, les facteurs qui expliquent quelque chose, on ne sait même pas s'il existe. Vous voyez, c'est une question que je trouve moyennement intéressante. Je dirais en revanche qu'il a donné une certaine image de la science, c'est-à-dire du genre j'ai toujours raison et ce que je fais est bien trop compliqué pour que je vous l'explique, qui ne me paraît pas raisonnable. Je pense que c'est toujours possible de discuter avec les publics, quel que soit leur niveau de formation, et de trouver une façon de s'exprimer pour essayer d'expliciter ce dont on parle, sans se réfugier derrière une prétendue omniscience. Je pense, j'ai répondu tout à l'heure, hein, je pense qu'il faut quand même beaucoup d'années de formation pour acquérir de l'expérience, mais après, c'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'on doit prendre les autres de haut, et c'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'on ne va jamais se tromper. Et ça, pour moi, c'est vraiment, au fond, cet aspect-là que je trouve le plus choquant dans l'image que ça donne de la science. Alors, j'ai une autre question. Quid du rôle des médias dans la perte de confiance envers les traitements proposés, selon vous? D'abord, des traitements proposés et qui est montré raisonnablement leur intérêt, il y en a peu. Mais il faut bien dire que pour d'autres maladies virales brèves, comme par exemple la grippe, on n'a toujours pas non plus de traitement. Et la grippe, en particulier quand on est quelqu'un à risque, ben, c'est aussi une maladie grave. Alors évidemment, on a de longue date des vaccins, plutôt des vaccins qui marchent moins bien, pour autant qu'on puisse le savoir avec le recul que l'on a, que les vaccins qui ont été développés contre la Covid. Donc il faut bien comprendre que c'est un problème complexe d'un point de vue recherche, de développer des médicaments spécifiques. Et en plus là, c'était un nouveau virus. Donc les recherches n'ont pas eu le temps de comprendre au fond toute la mécanique fondamentale de comment ce virus infecte les cellules et quel genre d'approche on pourrait utiliser pour le combattre. Maintenant, il y a toujours beaucoup d'essais en cours, hein, donc voilà, il ne faut pas désespérer du fait qu'on observe des médicaments. Pour l'instant, en dehors de la dexaméthasone qui a clairement fait la preuve de son efficacité, il y a des médicaments, par exemple comme le tocilizumab, qui dans certaines études ont un effet positif, dans d'autres non. On n'a pas sans doute encore totalement compris pourquoi et chez qui c'est utile. Il y a certainement des populations où ce serait utile. Mais voilà, parler de perte de confiance des traitements qui ont été proposés, mais il n'y en a pas de proposés qui aient bien montré qu'ils étaient efficaces de façon très, très générale en dehors de la dexaméthasone. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire à nouveau qu'il y a une perte de confiance, en tout cas certainement pas pour la dexaméthasone.
Après, on aimerait avoir mieux, on aimerait avoir par exemple des traitements, comme je l'ai dit tout à l'heure, des traitements qui évitent d'aller à l'hôpital si on est quelqu'un à risque, donc qui évitent l'aggravation que l'on observe chez les gens à risque. Et il y a des recherches en cours, comme je l'ai rappelé, en France, mais aussi bien sûr dans d'autres pays du monde. La recherche, elle est très active. C'est pas parce que les gens ne sont pas en train de proclamer j'ai trouvé le médicament miracle parce qu'ils attendent d'avoir des données solides qu'il ne se passe rien. Mais je trouve difficile qu'on parle de la perte de confiance des traitements proposés parce que les traitements proposés, il n'y en a pas tant que ça qu'on fait la preuve de leur efficacité. Michel Dubois, vous voulez réagir là-dessus? Non, c'est juste qu'il m'a semblé que votre question portait sur, non pas Sur tant les sur les médias. traitements que sur les traitements médiatiques ou les Oui. traitements par les médias, mais Dominique a répondu sur le plan des traitements, donc du coup, je peux me déplacer sur un plan sur lequel je suis un petit peu plus compétent, et comme j'ai aucune compétence sur les traitements, c'est plus simple. Là-dessus, je dois dire que j'ai une observation un petit peu contrastée, effectivement, par rapport à la façon dont l'information scientifique a été traitée pendant cette période. Il est évident que un certain nombre de collègues se sont posé la question de la régulation de l'information scientifique. On a vu ressortir notamment ça, un débat autour de la culture scientifique et aussi des constats également, à mon sens, complètement contre-productifs sur l'idée selon laquelle, finalement, malgré le fait que le grand public baigne dans la culture scientifique depuis un an, il en serait ressorti encore plus perplexe ou plus distant par rapport aux sciences, et tout ça pour essayer de relancer de grandes initiatives de culture scientifique. Donc on a besoin effectivement d'être présent sur ce plan de la culture scientifique, mais je pense qu'il faut absolument qu'on sorte de ce schéma de pensée qui est celui du déficit, c'est-à-dire il faut voir que le grand public, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, on a des portions de population qui sont en réalité qui ont des rapports très différenciés au savoir, à l'intérêt scientifique, et il faut aller regarder un petit peu plus en détail. Et après, moi, mon expérience du point de vue des relations que j'ai eues avec les journalistes scientifiques pendant toute cette période, c'est qu'on a à la fois des professionnels qui se forment, qui prennent le temps effectivement d'essayer de comprendre la nature des débats, qui travaillent un petit peu dans le temps, un temps qui n'est pas long, pas celui de la recherche, parce que clairement c'est un autre agenda. Donc il y a une temporalité journalistique qui est spécifique. Et puis on a effectivement des journalistes qui traitent très très rapidement l'information sans être capables, en mettant une thèse et la contre-thèse, pour donner l'impression d'une sorte de balancier. Et là, je pense qu'on ne fait pas le travail correctement quand on crée ce type de faux débat. Et il me semble que on a eu beaucoup de faux débats, de fausses controverses. Je pense que ce débat qu'on a eu, par exemple, à la fin de l'été, entre les rassuristes et les alarmistes, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps. Enfin, je pense que beaucoup de collègues ont perdu du temps sur ces histoires-là. Ça ne présente absolument aucun intérêt. Et là-dessus, je pense que c'est aussi aux journalistes un petit peu de faire le tri par rapport à ça. Merci. Peut-être une dernière question sous forme de commentaire. Le retrait financier de l'État est patent, avec une arrivée massive d'appels d'offres des Big Pharma qui créent des fondations leur permettant d'avoir un vivier de projets et les grandes tendances de la recherche à venir, une veille scientifique économique pour pas cher et une sélection de projets. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus, sur ce commentaire? Moi, je veux bien commencer. Oui, effectivement, après je laisserai Dominique. On a en France effectivement un problème structurel qui est effectivement de porter et de faire avancer la dépense publique sur la recherche. On avait des objectifs qui ont été définis il y a plus de 10-15 ans en termes de pourcentage accordé du PIB accordé à la recherche. Donc on est toujours à la traîne en France, à la différence de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc c'est vrai que on va voir si l'effort qui a été consenti par le gouvernement actuel, mais essentiellement sur le gouvernement qui viendra après en termes de financement de la recherche, sera conséquent, ou c'est juste de l'affichage. Mais on a clairement un problème en France, en tout cas sur le degré de financement de la recherche publique. Et après, la question de l'investissement privé et de son articulation avec la recherche académique, donc les relations publiques-privées, c'est effectivement tout un pan qui doit être discuté précisément. Mais à mon sens, effectivement, le gros problème qu'on a à ce stade, c'est le retrait de l'État sur ses fonctions de base par rapport à la recherche fondamentale. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Quand on regarde le financement public de la recherche en France par rapport à d'autres pays, même un pays comme les États-Unis, qui est pourtant, vous voyez, organisé très, très différemment, là, il y a clairement un déficit. Alors après, les grandes fondations, je pense que ça peut faire référence au Wellcome Trust ou à la Gates Foundation.
D'abord, ils n'interviennent pas dans tous les domaines de la recherche. Et puis, c'est au fond quelque chose, malheureusement, qu'on n'a pas non plus tellement en France. Enfin, on peut tout à fait être financé par la fondation Bill et Melinda Gates, c'est quand on est français. Hein. Mais disons, ce n'est pas l'essentiel des recherches qui est financé via ce canal-là. Et disons, une des grandes incitations que l'on peut avoir quand on est un chercheur public, c'est d'aller chercher des financements au niveau de l'Europe. Mais il faut bien voir qu'au niveau de l'Europe, comme il faut faire des grands consortiums, et puis de plus en plus dans les appels d'offres, il faut avoir des choses relativement finalisées, donc des choses qui vont avoir des conséquences assez concrètes et assez immédiatement, en tout cas dans les champs que je connais bien, ceux de la santé. Ça oriente certains types de recherche et ça ne favorise pas nécessairement le financement de la recherche fondamentale. Dans ces conditions-là, il faudrait que le financement public soit plus orienté sur la recherche fondamentale. Ce n'est pas du tout ce qu'on constate. On constate, y compris que dans les grands appels d'offres en France, notamment ceux du programme Investissement d'avenir, c'est aussi des choses qui sont assez avec un retour assez immédiat. Donc voilà, on a clairement un déficit sur le financement finalement des recherches plus de base, qu'elles soient aussi bien en recherche fondamentale qu'en sciences sociales d'ailleurs. Vous voyez, par exemple, travailler sur l'hésitation vaccinale, c'est pas si on se met à travailler aujourd'hui parce qu'on a le problème éventuel avec les vaccins pour la Covid, qu'on va avoir les équipes compétentes pour travailler sur ces sujets-là si ça ne fait pas des années qu'on les finance. Donc voilà, c'est plus, je pense, un problème général de quelle réflexion sur le financement, avec les choix stratégiques de qu'est-ce qu'on finance, et puis sur le montant. Et là, clairement, quand on compare, y compris à des objectifs qui étaient des objectifs européens sur lesquels notre pays s'était engagé, on n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Je le dis d'autant plus volontiers que je ne serai bientôt plus concernée, puisque je veux bientôt être à la retraite, mais je pense qu'il y a vraiment un déficit dans la façon de réfléchir au financement de la recherche en France. Et peut-être on va prendre une ultime question, mais très rapidement, parce qu'elle revient bien sur ce qu'on a dit un petit peu jusqu'à présent. Très rapidement, l'un et l'autre, pensez-vous que la pandémie conduira à repenser la place ou la forme des publications scientifiques dans les processus de la recherche? Très rapidement, parce qu'il est 59. Ben, de toute façon, comment on évalue les chercheurs par rapport à leurs publications? Est-ce qu'on privilégie le nombre, le prestige des journaux, la qualité du contenu? C'est un débat qui est déjà en cours avec notamment la déclaration d'Ora, le fait qu'on n'est pas censé citer les niveaux d'impact facteur des journaux, mais que quand on constate concrètement quelle est l'évaluation qui est faite, c'est encore un argument qui est beaucoup mis en avance. Donc, en avant. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment un changement de mentalité à produire pour que l'évaluation de la qualité des recherches devienne prédominante par rapport au côté quantitatif. Très rapidement pour compléter et donner mon point de vue par rapport à ça, moi j'ai plutôt l'impression que la pandémie ne crée rien par rapport à cela. En fait, simplement elle l'amplifie ou elle donne à voir de façon exacerbée des situations qui ont démarré un petit peu avant et toutes ces modifications, ces transformations datent en réalité des années 2010, donc il y a à peu près 10-15 ans, je pense que les choses se sont à peu près structurées. Et là, on est dans cette situation dans laquelle la question de la valeur de la publication devient une question critique. C'est une façon d'exacerber la question et précisément du dispositif qui se trouve derrière la publication et d'en saisir les enjeux et les transformations. Donc, à mon sens, la pandémie ne crée pas, mais par contre révèle les modifications qui sont en cours actuellement. Très bien, merci beaucoup. Donc, il va être temps de conclure. Merci à tous les participants. Merci bien sûr à nos deux intervenants pour leurs éclairages. On a pu vraiment, grâce à vous, avoir un aperçu des évolutions récentes de la communauté scientifique avec l'arrivée de cette crise Covid-19. On a pu mieux comprendre comment finalement la science se construisait face à une pareille crise. Et puis, on a pu comprendre ça avec un éclairage vraiment très concret puisque vous avez chacun fait part de votre expérience de chercheur
chacun dans votre domaine d'expertise. Donc, on a eu en une petite heure un aperçu de ce que pouvait être le rôle du scientifique dans la cité. Vous avez bien sûr abordé les quelques controverses scientifiques qu'on a vues émerger, mais ce qui frappe surtout quand on vous écoute, c'est plutôt la mobilisation des chercheurs en ce temps record, en un peu plus d'un an, et puis cette collaboration des scientifiques à tous les niveaux, au niveau international, et puis aussi avec des collaborations interdisciplinaires. Et on a vu que cette coopération, elle a finalement été peut-être au-delà des polémiques qu'on a pu voir en début de crise. Enfin, vous avez abordé l'impact de la crise sur l'éthique de la recherche et puis sur la confiance que les citoyens plaçaient dans la science. Et ça, c'est des questions très intéressantes qui n'ont pas fini certainement d'être débattues, bien entendu. Alors, un dernier mot pour vous rappeler à tous que ce webinaire va être mis en ligne sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire de la série Repères croisés, le jeudi 6 mai à 13 h. Ce webinaire, il va porter sur la crise Covid, solidarité ou guerre des âges. Et puis, nos intervenants seront Florian Herreri, professeur de psychiatrie à l'hôpital Saint-Antoine, et Élise Verlet, enseignante-chercheur en sociologie à Sorbonne Université. Voilà, merci beaucoup. Au revoir à tous et puis très bonne journée à tous. Au revoir.